Dans cette vidéo, nous allons parler de la prévention de l'impact psychosocial du confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus. En effet, cette crise sanitaire comporte aussi des impacts psychologiques et sociaux. Le confinement comporte tout d'abord des risques psychologiques à l'échelle individuelle en termes de stress, d'humeur et d'anxiété. Nous allons aussi parler des risques interindividuels avec l'impact sur les relations humaines. De nombreuses personnes s'inquiétant sur les réseaux sociaux ou dans les médias d'une montée possible de la violence au sein des familles et à l'extérieur. Notre organisme est conçu pour répondre aux demandes de l'environnement. Par exemple, si je marche ou si je cours, je n'ai pas les mêmes dépenses énergétiques. On parle de charge allostatique correspondant à ces besoins environnementaux. Lorsqu'il y a des facteurs externes stressants, cette charge augmente. Pour s'ajuster à cette charge, mon organisme va augmenter ou diminuer mon degré d'excitation physiologique. Par exemple, augmenter le rythme cardiaque et la tension artérielle par la branche orthosympathique du système nerveux autonome, ou les diminuer par la branche vagale. L'équilibre de cette balance sympatho-vagale est fragile, c'est-à-dire que si la charge allostatique est trop importante, l'équilibre se rompt et des symptômes vont commencer à apparaître, comme par exemple des prises de poids, des douleurs, des troubles du sommeil et une atteinte de l'humeur. Une enquête menée en Chine suite à l'épidémie de coronavirus a montré que 35% de la population présentait un stress significatif et 5% un stress sévère. Autrement dit, rapporté à la population française, on peut s'attendre à ce que 3 millions de personnes soient atteintes d'un stress sévère en raison de la crise. Les perturbations de nos habitudes de vie et stresseurs environnementaux dus à la crise sanitaire s'accumulent. Le changement de nos habitudes, de nos horaires de repas, de nos horaires de sommeil, perturbe nos rythmes circadiens. Tout ceci va se conjuguer et représenter un ensemble de stress considérable, en particulier pour les plus jeunes qui n'ont pas l'habitude de gérer un tel stress, par les plus âgés qui se sentent concernés par les risques de contamination et pour les travailleurs migrants qui sont socialement isolés. Pour prévenir le stress, il faut intervenir sur ses causes. En premier lieu, pratiquer une activité physique régulière. Préservez votre équilibre de vie en maintenant un rythme régulier de sommeil et d'alimentation. Posez des limites, respectez ce que vous êtes capable de faire, vous êtes un être humain. Déléguez et acceptez l'aide des autres pour les tâches du quotidien ou votre travail. Méditez. La méditation, outre son impact positif sur le stress, a un impact positif sur votre système immunitaire. C'est donc l'occasion de pratiquer cette discipline ancestrale présente dans toutes les cultures de notre planète. Le stress dont nous venons de parler détériore l'humeur. Il s'agit de la principale cause des dépressions. En outre, l'isolement social, la solitude et le fait de séparer les malades de leur famille peut causer beaucoup de désarroi. Afin de prévenir la détérioration de votre humeur, en premier lieu, prévenez l'apparition du stress comme nous l'avons déjà vu. Plutôt que de subir vos journées, planifiez-les. Autrement dit, organisez-vous pour vivre des activités favorisant une bonne humeur. L'Institut Pipsy publie chaque jour 5 activités pour maintenir votre humeur dont vous pourriez vous inspirer. Exprimez vos émotions, par exemple verbalement auprès de vos proches, ou si vous ne le pouvez pas, par écrit ou encore par une activité artistique. Cela vous évitera de ruminer ces émotions. Savourez des petits moments de plaisir en prenant le temps de les vivre. Maintenez des relations sociales positives, soit avec vos proches si vous êtes confiné avec eux, soit en utilisant le téléphone, les réseaux sociaux et les vidéoconférences si vous êtes éloigné d'eux. Voir aussi la suite de cette vidéo sur le maintien des relations sociales positives. L'anxiété est fortement stimulée par les représentations véhiculées dans les médias sur la crise sanitaire. Les informations alarmistes véhiculées sur les réseaux sociaux semblent jouer un rôle particulier dans cette anxiété. La personne anxieuse est sans arrêt confrontée à des informations morbides, choquantes ou inquiétantes.
Notons que 71% des jeunes s'informent uniquement sur les réseaux sociaux. Or, il s'agit d'une des populations les plus à risque d'être impactées psychologiquement par la crise. Afin de vous protéger de l'anxiété, ne recherchez pas d'informations plus d'1 heure par jour sur le coronavirus. Ne vous fiez pas aux rumeurs, en particulier celles circulant sur les réseaux sociaux. Non, le coronavirus n'a pas été inventé par l'armée américaine en collaboration avec des extraterrestres dans la zone 51. Vous pourriez par exemple vous référer au décodeur du journal Le Monde pour vérifier ces rumeurs. Enfin, ne ruminez pas de scénarios catastrophes. Si vous êtes jeune, le coronavirus ne représente pas plus de risques pour vous que les accidents domestiques, qui pourtant ne vous préoccupent pas. Les personnes âgées, les personnes immunodéficientes sont à risque. C'est pour les protéger que les mesures de confinement ont été prises et afin d'éviter la saturation des services hospitaliers. Les enfants ne sont pas concernés par ce risque. Aucun décès de moins de 10 ans n'a été enregistré. Enfin, des chercheurs du monde entier travaillent actuellement sur un vaccin et sur des thérapies. L'ambiance de méfiance généralisée liée à cette crise sanitaire fait que les tensions interpersonnelles augmentent. On peut s'attendre à ce que les rapports avec des personnes inconnues croisées dans la rue puissent être plus angoissantes ou plus anxiogènes. De même, au sein des couples confinés ensemble, le fait de se retrouver l'un avec l'autre en permanence peut dégrader les relations. Par exemple, on a pu observer en Chine une explosion du nombre de divorces lorsque le confinement a été levé. Les tensions apparaissent lorsque nos besoins sont en compétition. Autrement dit, quand nous essayons d'imposer à l'autre nos besoins au détriment des siens. Nous sommes au contraire en coopération lorsque nous essayons de satisfaire les besoins de tout le monde. De façon générale, la coopération est donc la meilleure des stratégies. Elle n'est cependant pas tout le temps adoptée, en particulier lorsque les personnes en présence sont stressées ou dans un mal-être. Si l'on devait se fier aux images véhiculées dans les médias, aux discours parlant de la guerre, on s'attendrait à des tensions et à des violences interpersonnelles. Au sein des couples, certains vont accuser leurs partenaires d'être des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Il faut relativiser ces représentations. En effet, statistiquement, les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale, c'est-à-dire poussées à la criminalité, représentent moins de 4% de la population. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique représentent, elles, moins de 6% de la population. Autrement dit, l'être humain est par nature prosocial et porté vers la coopération. La stratégie gagnante et la plus rentable est donc d'être dans l'apaisement. Nous vous recommandons de visionner notre autre vidéo sur le sujet si vous ne savez pas comment faire. Enfin, certaines situations peuvent être plus graves sur le plan psychologique. Par exemple, les patients hospitalisés développent des symptômes de troubles du stress post-traumatique. Ils ont besoin de soutien. Or, ils se sentent souvent jugés et sont placés en isolement. Il est très important qu'ils ne restent pas seuls face à leurs souffrances. Si vous présentez des symptômes de détresse psychologique, vous pouvez consulter pour vous faire aider, en évitant d'engorger les hôpitaux. Pour ce faire, contactez des praticiens en libéral. La plupart d'entre eux se sont organisés afin de permettre des téléconsultations. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo.